C'est-à-dire, arrêtons d'accuser le monde extérieur, regardons notre miroir, parce que de toute façon, quand on coupera la tête aux gens de l'extérieur, c'est notre visage que nous allons voir. C'est notre lâcheté, c'est notre propre peur que nous allons voir. Nous sommes d'une certaine façon complices. Et sur la dia, je vous ai montré un philosophe qui n'a pas une très belle tête. Je ne savais pas à quoi il ressemblait d'ailleurs. J'ai été choqué hier en cherchant sa photo. C'est pas un homme très drôle. Hegel, un philosophe allemand qui a dit des choses absolument extraordinaires. Et il disait, entre autres, c'est le père de la dialectique, Hegel. Et Hegel disait, dans la dialectique du maître et de l'esclave, lorsque l'esclave meurt, le maître disparaît. Moi, je trouve ça extraordinaire. Dans la relation maître-esclave, lorsque l'esclave meurt, le maître disparaît. Parce qu'effectivement, le maître, en fait, si on y réfléchit bien, est complètement dépendant de son esclave pour exister en tant que maître. S'il n'a plus d'esclave, il n'est plus maître. Et là, je ne vais pas empiéter sur les plates-bandes de Madame Guy. J'ai encore du mal, Guy, à t'appeler Guy. Bon, c'est Guylaine Langto, même, qui s'appelle Madame Guy maintenant. Alors, parce qu'elle aussi, elle est la seule ici au Canada à n'avoir plus reconnu l'entité juridique fictive qu'on lui avait collée lors de sa naissance. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle autrement. Alors, je ne vais pas empiéter sur les plates-bandes, mais c'est la notion de mouton. Tant que nous serons moutons, que nous soyons moutons blancs ou moutons noirs, que nous soyons dans la soumission ou dans la révolte, nous continuerons à alimenter le pouvoir que nous subissons. Okay ? Et ça m'a fait penser à un autre philosophe, écrivain français, Étienne de la Boétie, qui a réfléchi, et c'était il y a très très longtemps, je ne sais plus les dates, mais c'est dans les 1500 et des, sur la notion de servitude volontaire. Tout est dit déjà. C'est volontairement que je remets mon pouvoir dans les mains des dirigeants, qu'ils soient médecins, prêtres, avocats, qu'est-ce qu'on peut encore dire, enseignants, etc. Je suis dans une servitude volontaire. Alors, il y a une mauvaise nouvelle, donc... Ah oui, non, je vais passer parce que je n'ai pas le temps. Juste... Tu seras illuminé. Donc, je n'ai pas le temps, mais c'était l'autre extrait que je voulais vous montrer, avec la confrontation entre Luc et l'empereur, où l'empereur lui dit à un moment donné, plus tu seras dans la haine, plus tu passes du côté obscur de la force, c'est-à-dire plus finalement tu es de mon côté. Et je trouve philosophiquement très intéressant de se rendre compte que si on lutte contre, on fait encore le jeu de ce qu'on veut voir disparaître. Et c'est ce que je veux... vous montrer ici, c'est donc vous voyez donc déjà la dépendance du maître et de l'esclave. On se demande finalement qui dépend de qui, du policier ou du prisonnier. Parce que si le prisonnier doit aller pisser maintenant, eh bien le policier va être obligé de le suivre. Alors finalement, on se demande qui a le pouvoir sur qui. Mais ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que tous ces gens qui essaient de nous contrôler, nous, ils passent leur vie entière à nous contrôler. Ça veut dire que à ce moment-là, ils ne vivent même pas pour eux non plus, puisqu'ils sont tout le temps en train de contrôler. Vous savez, il existe des super ordinateurs dans un système qui s'appelle Échelon, qui est capable de scanner des milliards de conversations téléphoniques et d'emails par heure avec toute une série de mots codés. Mais vous vous rendez compte l'énergie qu'ils passent à essayer de contrôler les gens ? Moi, je ne voudrais pas avoir leur vie, franchement. Et si en plus, ils ne peuvent même pas choisir la couleur de leur cravate, Jean, alors là, où est-ce qu'on va ? Moi, je ne fais pas partie d'une société secrète. Et donc, j'ai choisi tout seul ma cravate. Ça, c'est mon privilège. Vous voyez ? Alors, je voudrais vous raconter une histoire, parce que le temps me manque, malheureusement. J'ai habituellement l'habitude... Alors, le contrôle de l'information, je vous dis un petit truc amusant, c'est que donc l'ONF, finalement, a sorti un DVD du film de Lina. Il s'en est fallu de peu pour que son film ne sorte pas en DVD, et on a attendu très, très longtemps, tout simplement parce que Maladie Canada avait fait pression sur la directrice générale de l'ONF pour que ce DVD ne sorte pas.
savez, un DVD qui remet en question la pertinence des vaccins, et non, simplement les effets secondaires. Ça fait un peu désordre au moment où on est en train de dire à la population « on va vous protéger avec un vaccin contre la grippe H1N1 ». Ça fait un peu désordre. Alors finalement, il y a eu tellement de pression de personnes de bonne volonté que le DVD est sorti, mais il est sorti à un prix beaucoup plus cher et avec l'interdiction à qui que ce soit de le revendre. Oui, à qui que ce soit de le revendre. Vous pouvez juste l'acheter sur le site de l'ONF, donc ça va vous coûter 32,68 $, taxes incluses et port inclus, et vous allez devoir attendre 3 semaines pour l'obtenir à peu près. Alors, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut détourner cela? Alors, heureusement qu'il y a des cartes de crédit de temps en temps. J'ai été acheter hier 300 copies du DVD, et je vous l'offre. Ah, parce que je ne peux pas le revendre. Alors, je vous l'offre, mais attendez, parce que ma grand-mère était juive quand même, alors bon, hein, c'est... Non, parce que ça va quand même faire une facture de plus de 9 000 $. Hein. Alors, j'avais sorti un documentaire sur le docteur Hammer. Lui, je l'ai bien vendu, quoique maintenant, le Premier ministre français a interdit ma dernière tournée de conférence où je présentais mon film, ce qui fait que, vous voyez, la censure, elle est un peu partout. Hein. Je pourrais vous en parler plus longtemps, mais je n'ai pas le temps non plus. Alors, je me suis dit, ce que je vais faire, je vous vends mon DVD, parce que celui-là, je peux le vendre. Et à l'achat de mon DVD, je vous offre le DVD de Lina. Vous voyez, hein? Bon. Ce qui fait que si vous avez fait le calcul, je fais un profit de 5 $. Enfin non, je vous vends mon DVD 5 $, mais c'est la seule façon pour moi de vous diffuser cette information qui me paraît capitale aujourd'hui. Et il est possible aussi que ce film ne soit plus en vente dans 1 ou 2 mois, en fonction du résultat du procès d'un des médecins qui se trouve dans le film. Ça, c'est la première fois que j'entends cela, qu'un documentaire pourrait être retiré de la vente parce que un médecin dont on parle, objectivement, pourrait être condamné par la médecine, par l'ordre des médecins en Angleterre. Donc, profitez-en. J'ai 300 copies, enfin il n'y en a plus 300 là, mais je vous les offre, donc je n'ai pas le droit de les vendre. Mais c'est comme ça qu'on va s'arranger. Vous savez, la résistance civile, moi j'y crois beaucoup. J'étais objecteur de conscience à 18 ans, j'ai refusé de faire mon service militaire et j'ai suivi des sessions de désobéissance civile non violente. Donc on se rejoint pas mal là-dessus. Alors... Il me reste combien? 7? Bon, il me reste 7 minutes. Alors, je vais encore vous parler de 2 choses. Baxter. Je voudrais vous donner un exemple de choses que je trouve admirables, parce que beaucoup de gens me disent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, je vais vous donner un exemple. Baxter, que vous connaissez, a mélangé au mois, je ne me souviens plus maintenant si c'était en février ou mars, février-mars, a mélangé le virus de la grippe aviaire H5N1 avec un virus, une souche de virus de la grippe humaine H3N2. Par accident. J'ai parlé avec des biologistes qui m'ont dit que c'est strictement impossible parce que les mesures de sécurité dans des laboratoires de biologie sont telles qu'il est impossible d'avoir ce genre d'accident. Impossible, sauf si c'est fait exprès. Vous savez, c'est comme le 11 septembre, les avions qui n'ont pas décollé pour intercepter... Il faut que ce soit fait exprès parce que ce sont des procédures automatiques normalement. Et puis, ils ont envoyé 72 kilos de matériel contaminé à 16 laboratoires dans 4 pays, dont l'Autriche et la Tchéquie. La Tchéquie, c'est à côté de l'Autriche, en Europe. Et un laborantin en Tchéquie, plus consciencieux que les autres, et qui n'avait pas peur pour ses fesses, s'est rendu compte que quand il injectait le mélange venant de chez Baxter, tous ces furets mouraient. Tous. Il l'a signalé à ses supérieurs qui lui ont dit de ne rien dire. Donc il a informé la presse nationale, personne n'a voulu le relayer. Et finalement, il l'a dit à un journaliste local, qui lui n'avait pas peur pour ses fesses non plus, et qui l'a écrit dans le petit journal local. Le hasard a fait qu'une dame
qui s'appelle Jane Burgermeister.